Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast L'Instant Maternel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Kraus, qui est diététicienne, micronutritionniste et naturopathe dans notre belle région bordelaise, puisque c'est le Bouscat, c'est ça? Bonjour Hélène. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, Hélène est spécialisée dans le suivi de la femme, donc ça fait écho chez nous, puisque OMUM se consacre depuis 10 ans à accompagner la femme dans tous ses rythmes hormonaux, donc la grossesse et le postpartum historiquement bien sûr, mais aussi tous les autres rythmes, que ce soit le rythme menstruel, la périménopause et la ménopause, toutes ces années qui entourent la ménopause. Et on peut faire beaucoup de choses avec la nutrition et la micronutrition. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Hélène. Et pour commencer, Hélène, qu'est-ce que la micronutrition? Parce que d'habitude, on a l'habitude d'avoir des titres genre diététicienne nutritionniste. Et là, c'est diététicienne micronutritionniste. Alors, quelle est cette nuance et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas juste de la nutrition? Oui, alors effectivement, le titre du diplôme d'État, c'est diététicienne nutritionniste. Donc, je suis diététicienne nutritionniste. Et la micronutrition, c'est un peu une discipline plus récente qui vise un peu l'équilibre en micronutriments dans le corps. Donc, les micronutriments, ce sont les vitamines, ce sont les minéraux, ce sont les oligo-éléments. Oui. Et donc, c'est vraiment une science qui se base sur des bilans biologiques, prise de sang notamment, pour déterminer s'il y a des carences, s'il y a des dysfonctionnements au niveau des organes, au niveau du sang, et pouvoir corriger tout ça quand il y a un déséquilibre fonctionnel. Voilà, une personne qui dit qu'elle est fatiguée, une personne qui dit qu'elle se sent grossir, etc. Il y a pas mal d'applications. Donc du coup, c'est la micronutrition. En fait, il faut se former en plus. C'est notamment via des diplômes universitaires. D'accord, donc c'est sur une base nutritionnelle et en s'appliquant à regarder beaucoup plus précisément avec un focus précis sur vitamines, minéraux, oligo-éléments, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, et en quoi est-ce que c'est important dans l'accompagnement des femmes et en particulier dans ce qui nous intéresse, nous, chez OMUM et chez nos auditrices, les femmes dans les différents rythmes qu'on peut avoir tout au long de notre vie? Alors, c'est vrai que le premier médicament, ça c'est vraiment la théorie naturopathique, c'est l'aliment. C'est clair. Donc il y a plein de choses à faire déjà en termes de réglage alimentaire pour soulager la femme. Mais au-delà de ça, parfois, quand il y a des déséquilibres qui se sont installés, quand, je vous disais tout à l'heure, de la fatigue, de la prise de poids, puis on n'arrive pas, on fait des changements, mais il n'y a rien qui bouge. Ça peut être, quand on a de l'endométriose, des douleurs, etc. L'alimentation seule n'est parfois pas suffisante. Donc à ce moment-là, on va aller chercher dans la biologie peut-être ce qui peut nous aiguiller sur une piste ou une autre, et puis éventuellement mettre des compléments alimentaires si l'alimentation ne suffit pas. D'accord, pour redonner ce petit coup de pouce, pour retrouver l'équilibre. Oui. En fait, l'aliment est nécessaire pour maintenir l'équilibre et des fois, il faut le retrouver grâce à des apports nutritionnels complémentaires. C'est ça un peu l'idée? Oui, c'est comme un peu une béquille, ça n'a pas vocation à être tout le temps. C'est plutôt temporaire, idéalement, mais c'est vrai que ça aide quand on est dans une situation un petit peu difficile. Il faut quand même savoir que aujourd'hui, en moyenne, on va faire une grosse moyenne, une femme, elle prend 2000-2200 calories par jour. Voilà, quand elle mange normalement. Voilà. Si on se remet un siècle en arrière, elle en prenait 3 à 4000 des calories. D'accord. Donc, elle était beaucoup plus active, je pense, physiquement. Exactement. Elle était beaucoup plus active physiquement, donc ça nécessitait de manger plus. Mais si je mange plus, oui, j'ai plus de calories, mais j'ai aussi plus de micronutriments. Oui. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, avec nos 2000 calories, on a un peu du mal à atteindre ce qu'il faudrait en micronutriments. Et on sait, il y a vraiment des études scientifiques aujourd'hui qui nous le montrent, des études à l'échelle de 200 000 personnes, donc c'est pas rien, qui ont été faites sur des années et des années, où on voit des carences en vitamine D chez 75% de la population, des carences en magnésium. Alors, c'est pas forcément des carences, mais juste des niveaux insuffisants. Voilà, exactement, je cherchais le terme. Donc voilà, parce que c'est lié à nos modes de vie, à la manière dont on mange aujourd'hui. Et donc, du coup, même quelqu'un qui fait attention, qui mange très équilibré, pas du tout transformé, qui cuisine, etc., on n'est pas sûr
de trouver à chaque moment de l'année l'apport suffisant dans chacun des oligo-éléments. Ça peut être un peu juste. Ouais, voilà. Ça peut être un peu juste. Voilà, on ne mange pas tous tout le temps permaculture issue de notre jardin. Ouais. Voilà, ce serait l'idéal, mais c'est pas forcément possible aujourd'hui. Et du coup, on peut être un peu juste, spécialement à certains moments de la vie. Typiquement, voilà, la grossesse, si on est sportif, l'allaitement, tout ça, c'est des moments où on a encore plus besoin. Ouais, d'accord. Et alors comment, pour qu'on puisse saisir un peu concrètement, je vais prendre rendez-vous dans votre cabinet. Admettons, moi les grossesses postpartum c'est fini, donc j'y vais parce que voilà, j'ai des rythmes qui sont douloureux, des rythmes menstruels qui sont douloureux, donc syndrome prémenstruel, je suis un peu angoissée une dizaine de jours avant mes règles, etc. Donc je vous explique ça. Comment vous me prenez en charge et comment vous arrivez à voir ce qui pourrait me soulager ou ce qui pourrait améliorer ce déséquilibre, puisqu'il y a un effet physiologique, il doit y avoir un déséquilibre. Oui, tout à fait. Mais la première consultation, c'est vraiment un bilan. Donc, on prend 1 heure où on fait le tour d'horizon des différents symptômes, comprendre ce qui vous embête, quelles sont vos priorités, etc. Et à partir de là, on va dégager différents axes de soins possibles. Parfois, on travaille aussi en collaboration éventuellement avec le médecin, si on détecte certains symptômes qui doivent être pris en charge par des médecins. Et du coup, il y aura forcément, moi je suis diététicienne nutritionniste, donc une partie alimentation. Et par rapport à ce que vous m'avez dit là, je pense qu'un des axes importants, ça va être la chrononutrition. D'accord. C'est-à-dire quoi manger, quel type d'aliments et quand, voilà, dans la journée. Ça aide beaucoup. Il peut y avoir une partie petite thématique nutrition anti-inflammatoire, en fonction des besoins. Et éventuellement, si on détecte que l'anxiété est forte, etc., utiliser des ressources telles que la phytothérapie, l'aromathérapie, pour soulager un peu les symptômes. Et si on doit pousser au-delà de la nutrition pour aller jusque dans la micronutrition, du coup, là, on fait une prise de sang. Oui, du coup, oui. La micronutrition, on ne peut pas complémenter n'importe comment, n'importe quoi. Donc, effectivement, on se base en général sur un bilan biologique, une prise de sang récente. Faite par le patient, et en fonction des besoins, on ne va pas demander les mêmes choses dans la prise de sang. Oui, bien sûr, on ne demande pas les mêmes dosages. Il y a combien de vitamines et minéraux qui sont importants et qu'il faudrait toujours avoir à l'œil pour ne pas être en insuffisance, voire en carence? Mais j'ai envie de dire tous. Oui, mais je me rends pas compte de combien ça fait. Il y a 13 vitamines. Il y a 13 vitamines, voilà. Minéraux, je n'ai pas compté, il y en a beaucoup. Et Mais les plus importants, on parle souvent du magnésium, on parle souvent du fer pour la femme. Le fer, le calcium, le potassium... après, qu'est-ce qui va être important? Voilà, dans les micronutriments, parce qu'il faut distinguer, dans les oligo-éléments, il faut distinguer les oligo-éléments, que c'est des plus petits éléments encore que les minéraux. Donc le zinc, l'iode, le sélénium. Dans les vitamines, on n'a pas cité du coup la vitamine D, certaines vitamines du groupe B. Voilà. Mais en fait, de manière générale, les micronutriments, ce sont des éléments qui sont présents en petite quantité dans le corps, les aliments, ou sur lesquels on n'a pas ou peu de stock, et que donc il faut apporter régulièrement. D'accord. Et qui ne se stockent pas Il y a des exceptions, par exemple la B12, il y a des stocks, mais globalement, souvent, il y a peu de stocks. D'accord. Et d'où la complémentation avec un complément alimentaire est alors intéressante, puisque là, c'est une prise journalière jusqu'à rééquilibrer, et du coup, c'est un apport régulier. Oui, voilà, si nécessaire, ouais. Ok. Et justement, alors on n'est pas en train de faire un diagnostic sur quelqu'un, parce que j'ai bien compris que c'était une prise en charge globale du patient et donc de son histoire, de ses besoins, mais si on pouvait donner quand même quelques clés à nos auditrices pour mieux comprendre quels sont les éléments importants dans les différentes grandes périodes de vie, justement, par exemple grossesse et postpartum ou allaitement, qu'est-ce qui est important en termes de nutrition ou de micronutrition pour
pour bien vivre ça au-delà du cas particulier de la patiente. C'est vaste. Oui, c'est super vaste. C'est vaste là, comme question. Dans la grossesse, et vous voulez sur la partie micronutrition ou la partie nutrition? Micronutrition, puisque nutrition, peut-être que les gens sont déjà plus informés. Ok. Alors, quand on est enceinte, on a un besoin en micronutriments qui est plus important. On le disait tout à l'heure, voilà, parce qu'on doit pourvoir à ses propres besoins et à ceux du bébé. Et il faut savoir que le bébé, il ira se servir jusque dans les os ou dans les dents de la femme qui est enceinte si jamais elle n'a pas les ressources suffisantes, les stocks suffisants pour pourvoir à ses besoins. Donc, c'est pour ça auparavant, on disait une grossesse égale une dent. En moins. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, donc ça va, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Donc, ce à quoi on va faire attention enceinte, il va y avoir la vitamine D. D'accord. Donc ça, en général, maintenant, le plus souvent, on va être supplémenté. Il va y avoir la vitamine B9. Donc, c'est le fameux acide folique, voilà, qu'on donne en général en préconception. Ça, c'est quand même important, parce que la carence je trouve pas ce mot à chaque fois, l'insuffisance, elle est quand même assez fréquente. Et il faut le continuer sur les 3 premiers mois de la grossesse. On va avoir l'iode, sur lequel il va falloir porter attention. En France, on a aussi une déficience assez fréquente, spécialement dans des régions un peu éloignées des côtes. Alors à Bordeaux, peut-être que ça va, mais plus on s'approche des montagnes et plus ça peut être compliqué. Le sélénium pour le fonctionnement de la thyroïde, les oméga 3 pour le développement du cerveau du bébé. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir regarder de près pendant la grossesse. Et évidemment, l'alimentation reste le premier rapport. Le premier rapport. Donc ça viendrait en complément de... Et vous avez beaucoup de patientes justement qui consultent enceintes, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait ce réflexe-là. On est suivi par le gynéco, on est suivi en termes d'échographie, voilà, tout est bien rodé, mais j'ai pas l'impression qu'on ait un accompagnement systématique ou au moins proposé ou suggéré sur la nutrition et la micronutrition. Oui, vous avez raison. Je trouve qu'en France, c'est encore assez balbutiant. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. J'ai des femmes qui me consultent pour des consultations préconceptionnelles, voilà, pour préparer la grossesse ou parce qu'il y a des problèmes de fertilité. Voilà, et donc, on peut faire des choses avec la micronutrition. Les femmes qui sont enceintes qui me consultent, oui, il y a des femmes qui veulent bien faire, qui y pensent, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Peut-être que la majorité va venir quand il y a une prise de poids un peu rapide. Là, les médecins pensent à orienter. Ou alors, quand il y a un risque de diabète gestationnel, ou alors quand c'est avéré, que ça s'est déclaré. Voilà, plus dans ces conditions-là aujourd'hui. D'accord, donc quand il y a un problème, justement. Oui, malheureusement. On essaye de régler les problèmes. Ok. Et après, pour l'allaitement, des besoins qui sont un peu différents et particuliers, j'imagine. Eh bien oui, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand même que je ne vous ai pas dit le faire pour la grossesse, mais il ne faut pas l'oublier. Mais en fait, il y en a tellement que... Voilà. Alors, l'allaitement, oui, c'est même des besoins nutritionnels encore plus importants pendant la grossesse. Donc, c'est là où c'est vraiment extrêmement capital de se pencher sur son alimentation parce qu'on va transmettre via le lait une partie des nutriments et des micronutriments au bébé. Donc là, il y a plusieurs points où il faut être attentif. Je pense que quelque chose que je n'ai pas évoqué et qui est important aussi pendant la grossesse, c'est la partie probiotique. L'équilibre en termes de bactéries intestinales et en fait qui se traduit également dans le lait de la maman. Donc peut-être, s'il n'y a pas un équilibre optimal, compléter la maman avec une prise de probiotiques, ça peut être pas mal. Oméga 3, c'est clair. L'oméga 3, ça va servir au développement du cerveau du bébé parce que ça continue de se développer même après sa sortie du ventre. À quoi on peut penser de capital Pour favoriser l'allaitement peut-être. Oui, pour favoriser l'allaitement aussi, on va avoir des plantes qui peuvent être le fenouil, galactogènes. des plantes galactogènes,
Oui, par exemple, le fenouil, ça va être intéressant. Le fenugrec peut être intéressant. D'accord. Alors, en tisane, hein, ça peut être sympa parce que la forme aqueuse, du coup, va permettre à la maman de s'hydrater, chose dont elle a besoin pour le lait allaiter. aussi, Voilà. Et en plus, favoriser les montées de lait. Donc, c'est très bien. Bon, après, une fois que l'allaitement est bien lancé, il n'y a pas forcément besoin absolument. Mais c'est vrai qu'il y a des mamans où c'est un peu plus difficile. Donc là, ça peut bien dépanner. Un petit coup de pouce, Et justement, je rebondis sur la fertilité, puisque vous l'avez abordé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je sais qu'il n'y a pas de recette magique pour tomber enceinte quand on a des problèmes de fertilité, mais je pense que la nutrition et la micronutrition peuvent quand même grandement aider à préparer un terrain favorable, en tout cas à mettre toutes les chances de ce côté-là, indépendamment des autres facteurs qui pourraient causer le manque de fertilité, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditrices pour qu'elles puissent... Est-ce que vous avez pas mal de patientes qui viennent vous consulter justement pour la préconception? En fait, voilà, vous voyez, dès qu'il y a un problème, on a plus le réflexe. Donc oui, alors la nutrition et la micronutrition ont toute leur place quand on envisage un projet bébé. Elles vont avoir encore peut-être là où elles peuvent vraiment se placer de manière intelligente et intéressante, c'est quand on a une femme qui ne tombe pas enceinte et que pour autant rien ne l'explique en fait en termes médicaux. On n'a pas d'explication. Ça arrive assez souvent. Et donc là, le fait de rééquilibrer le statut nutritionnel et micronutritionnel de la femme, régulièrement, on va avoir des bonnes surprises. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait faire plein de choses au niveau technique avec la PMA, et Dieu merci, ça existe. Mais parfois, on technicise tellement la grossesse qu'on force des grossesses sur des corps qui ne sont pas forcément prêts à l'accueillir. Et alors que si on avait le temps de bien préparer, vous voyez, parfois on dit qu'il faut 1 an pour préparer vraiment une grossesse, eh bien la femme serait prête à l'accueillir. Donc même si finalement, soit en cas d'infertilité non expliquée, c'est intéressant, soit si la femme décide d'aller en parcours PMA, c'est intéressant aussi. Pour mettre encore plus de chances de réussite de son côté. Complètement. Et ça, c'est toujours pas... chaque fois, je tombe des nues, comment on n'intègre pas ça sur nos socles médicaux qui sont top. Il y a plein de pays, plein de populations qui n'ont pas accès à ce à quoi nous avons accès en tant que Françaises, point de vue médical. Mais du coup, pourquoi ne pas intégrer la globalité de la problématique et favoriser la réussite de ces progrès techniques justement par l'alimentation. Moi, je suis toujours assez étonnée tu as raison, c'est un vrai sujet en France où on a une pratique médicale qui se place plutôt dans le curatif. Voilà, on va guérir, on va soigner. Bon, heureusement que ça existe, bien évidemment. Mais en ce qui concerne la prévention, on a des médecins qui sont un peu moins formés à tout ce qui pourrait aider les patients en réalité, et du coup qui pensent moins tout simplement à orienter. Alors, plus on avance et plus les jeunes générations, parce qu'elles-mêmes ont recours, je sais pas, à des techniques telles que l'ostéopathie ou la diététique, vont y penser, mais c'est pas toujours valorisé, je dois dire. Parce que c'est pas antagoniste. Enfin, je veux dire, c'est pas une bataille de clochers. C'est tout le monde est dans le même bateau, tout le monde court dans la même direction. Donc c'est là où c'est dommage, quoi. Donc ok. On est bien d'accord. Projet bébé, pour nos auditrices qui seraient en projet bébé ou qui galéreraient sur leur projet bébé, pensez à consulter en micronutrition et en nutrition d'ailleurs, pour améliorer vos chances et pour préparer le corps à recevoir potentiellement cette future grossesse. C'est ça, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Il faut penser aussi détoxification avant la grossesse, parce que si on est enceinte, après on file tout à bébé, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Très bien. Et sur des problématiques qui sont très contemporaines, puisqu'on en parle de plus en plus, l'endométriose, donc là aussi, il ne s'agit pas de faire disparaître ou de guérir l'endométriose avec la micronutrition, mais j'imagine, comme c'est inflammatoire, qu'on peut quand même avoir des leviers peut-être pour apaiser les douleurs, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se fait et quel est le pouvoir ou les bienfaits
de la nutrition ou de la micronutrition quand on a des problèmes d'endométriose? Oui, effectivement, on peut avoir un super impact via l'alimentation, notamment parce qu'effectivement, l'endométriose est une pathologie inflammatoire sous dépendance hormonale. Donc, c'est deux choses différentes là. Enfin, c'est deux choses sur lesquelles on peut agir. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui des aliments à visée anti-inflammatoire ou des composés de micronutrition qui vont permettre d'avoir une action anti-inflammatoire. Je pense notamment aux oméga 3, je pense aux fibres, je pense au curcuma, etc., qui sont des choses très intéressantes dans la prise en charge. Et puis de manière globale, sur l'équilibre alimentaire, il y a des choses qui vont favoriser l'inflammation. Et par exemple, les acides gras trans, saturés en excès, les graisses animales en excès. Et puis d'autres comme les fruits et légumes qui contiennent beaucoup de polyphénols, beaucoup d'antioxydants, qui vont favoriser les processus anti-inflammatoires. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le côté imprégnation œstrogénique qui est lié à l'endométriose, sur lequel, en fait, en alimentation et en micronutrition, on peut aussi avoir prise. D'accord. On a vraiment des aliments qui vont favoriser un climat œstrogénique plus fort ou au contraire, justement, diminuer un peu l'action de ces œstrogènes et favoriser leur élimination par le corps. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que ce qu'il faut bien souligner, c'est que la nutrition, la micronutrition, c'est un des soins possibles. Bien sûr. Il est hyper intéressant. Et il y en a d'autres. Bien sûr. Je reviens justement d'un congrès annuel de Resendo, qui est une association patients et réseau entre l'hôpital et la ville pour l'endométriose, où en fait, on a eu des présentations extrêmement intéressantes sur ce que pouvait faire la kinésithérapie, l'ostéopathie, les médecins de la douleur, etc., dans la prise en charge de cette pathologie, les sophrologues, les sexologues. Je ne sais pas comment on dit. Hypnotiseur, ça fait un peu mesmer, donc je me suis rattrapée. Mais l'hypnose, c'est vrai. L'hypnose, mais je ne sais pas comment on nomme le médecin. Les hypnothérapeutes. Hypnothérapeute, voilà, parce que hypnotiseur, ça fait un peu spectacle de... Donc, c'est pas ce que je voulais dire. Hypnothérapeute, oui, voilà. Donc, en fait, c'est toute cette prise en charge globale, en fait, de la patiente pour pouvoir réduire ses inconforts et peut-être freiner aussi la maladie, si on arrive à la patiente, la patiente, il faut vraiment, alors dans la mesure de ses possibilités financières, parce que ça c'est un sujet aussi, qu'elle puisse être actrice de sa prise en charge thérapeutique et choisir le type de soins vers lesquels elle veut s'orienter. Oui, parce que toutes ces médecines alternatives ne sont pas forcément pas remboursées par la Sécu et remboursées de manière anecdotique par les mutuelles. Voilà, ça dépend. À ce jour. Ça dépend effectivement des mutuelles. De plus en plus, quand même, on a une prise en charge, mais effectivement, il y a un nombre de séances limitées peut-être. Donc voilà, c'est un sujet. Ok. Bon, mais c'est super intéressant ça. Et sur la ménopause, j'imagine que c'est la même chose, comme un problème, une dépendance hormonale, en tout cas une tempête hormonale qui se calme. Oui, c'est ça, qui disparaît plutôt. Qui disparaît. Mais... Donc c'est l'absence de bruit hormonal qui se fait entendre. Oui, avant qu'il y ait absence de bruit, il y a cacophonie. Il y a cacophonie. Donc là aussi, j'imagine que il y a toute sa place à donner à la nutrition, à la micronutrition. Ah oui, complètement. C'est clair que, en fait, il y a plusieurs choses. Souvent, les patientes peuvent s'alerter parce qu'il y a une prise de poids qui est assez fréquente. Ça peut être aussi des symptômes désagréables, type bouffée de chaleur, sécheresse intime, douleur au rapport, baisse de libido, etc. Donc là, alimentation, premier pilier, c'est clair. Et deuxième, micronutrition, phytothérapie, aromathérapie pour soulager au maximum. Essayer de réguler un peu ce qui reste de cycle quand on est en préménopause. Et puis ensuite d'accompagner cette transition, qu'elle soit la plus douce possible. Okay. Tout à fait. C'est génial, ça fait envie. On se dit, on aimerait tous avoir un micronutritionniste, phytothérapeute, naturopathe à la maison. C'est clair. Et donc du coup, parce que j'imagine que dans votre patientèle, donc on l'a peut-être vu hors micro, mais c'est une majorité de femmes. Oui. Et justement, est-ce
est-ce qu'elle consulte dans ces moments particuliers plus particulièrement ou pas seulement pour plein d'autres choses? Bah, c'est vrai que ces moments de transition sont des indications à consulter, donc oui. Mais il va y avoir d'autres choses. Par exemple, moi, je suis assez spécialisée aussi sur les troubles digestifs. Oui. Donc ça, c'est à tout âge de la vie, hein. Il y a des moments où ça peut se déclencher, mais ça peut être n'importe quand, au final. Donc tout ce qui est reflux, ballonnement, troubles du transit, constipation, diarrhée, gaz, enfin des choses très glamour, mais qui sont extrêmement importantes aujourd'hui et malheureusement un peu délaissées par le corps médical parce que pas très intéressant, quoi, on va dire, de leur côté, de leur point de vue. Ou alors ils soignent le symptôme et pas la cause. C'est-à-dire que brûlure d'estomac, on donne du Malox là, pour apaiser la brûlure et on ne règle pas le problème. Et on ne règle pas du tout le problème, alors qu'il faudrait prendre le truc à bras-le-corps et parler effectivement alimentation. Et puis peut-être effectivement orienter la prise de médicaments, encadrer la durée, parce que normalement c'est 3 semaines. Une prise de médicaments anti-reflux un peu actifs, c'est 3 semaines. 1 mois. Au-delà, il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent dégénérer. Donc, à ce moment-là, il faudrait pouvoir prendre le relais avec autre chose. Eh oui. Très bien. Est-ce que on a fait un peu le tour du sujet ou est-ce qu'on aurait d'autres choses à dire à nos auditrices? Un message particulier à passer? Prenez soin de vous. Oui, voilà. Moi, j'en ai un. On le voit, il ne faut pas attendre le problème, en fait. Ouais. C'est plus une écologie de vie, une hygiène de vie, quoi. C'est ça. Je pense que ce qu'on met dans nos corps, a priori en général 3 fois par jour, quand on se nourrit lors de nos repas, ça a forcément un impact sur notre santé. Petit à petit, c'est de mieux en mieux admis. Si on revient 10 ans en arrière, c'était pas encore évident qu'il y avait un lien entre alimentation et santé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 10 à 15 ans à peu près, on a pratiquement un nouveau corps. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à nos os, des fois on se dit l'os, c'est un tissu là, qui est inerte, quoi, qui est dur, et puis voilà. Non, nos os se déconstruisent et reconstruisent entièrement. D'accord. À partir de quoi? À partir des briques qu'on absorbe. Voilà, les briques de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, etc. Et oui. Et donc, si on se nourrit pas très bien, à un moment, effectivement, on prépare le terrain des soucis pour dans 10 ans, dans 15 ans, parce que c'est pas tout de suite que ça apparaît. Oui. D'ailleurs, c'est en général, la plupart des patients qui nous consultent, c'est rarement des très jeunes. En fait, ça met un petit peu de temps à apparaître, les déséquilibres. Donc voilà, prenez soin de votre alimentation, c'est le premier médicament. Le premier médecin du corps. Oui, l'alimentation. Très bien. Mais merci Hélène, c'était super intéressant. Donc, je suis ravie. J'espère que, en tout cas, on aura répondu à quelques questions de nos auditrices. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à bientôt, dans notre prochain podcast, l'Instant maternel. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.